Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup de m'avoir invité à cette soirée. On m'a demandé de parler d'architecture de demain. Et, parce qu'effectivement, vous l'avez dit, j'ai écrit plusieurs ouvrages d'architecture, dont un sur l'architecture et la psychiatrie de demain, et puis un autre beaucoup plus important sur l'architecture en général des hôpitaux. Et d'ailleurs, cette semaine même, on m'a demandé de réécrire un bouquin parce que finalement, c'est un peu obsolète. Hein. Il a fallu que je me replonge dedans et ça devient très obsolète. Aujourd'hui, les sujets ont encore bien changé, ça a bien évolué. Et donc, c'est un travail que j'initie dès la semaine prochaine et que je dois rendre dans quelques mois. Et je vais tout changer, en fait. Parce que je me suis rendu compte, en me replongeant dans cet ouvrage, que les choses avaient bien changé, à la fois sur les pratiques médicales, les pratiques médico-soignantes, évidemment les évolutions en matière de transformation écologique, que j'avais déjà abordées à l'époque, mais vous verrez, il y a quelques exemples de photos que j'ai mises d'hôpitaux psychiatriques qui, à l'époque, étaient particulièrement modernes, innovants, intéressants, mais les choses ont bien changé. Alors, je vais vous parler, je vais essayer de rentrer dans les 15 minutes en vous faisant une petite introduction historique avant le 19e siècle, et puis ensuite deux parties principales. Une première partie sur l'architecture qui répond à l'histoire, la mise en perspective historique de l'architecture psychiatrique, et puis une deuxième partie sur l'architecture qui répond aux besoins, et c'est l'impact de la réponse architecturale sur les soins dont vous venez de parler. Et puis je voudrais aussi remercier vivement Thierry, Thierry Biet, pardon, le directeur du centre hospitalier, et le président de la CME, Sébastien. Merci en tout cas de m'avoir invité. Alors pour commencer, juste quelques mots rapides, même si vous connaissez mieux les sujets que moi en matière psychiatrique, même si je connais quand même bien, parce que je m'a toujours drôlement intéressé à la psychiatrie. Donc voilà, mais en me replongeant dedans, quelques années avant la Révolution, je ne sais pas si vous connaissez Jean Colombier, qui à l'époque était l'inspecteur des hôpitaux du Royaume, et à qui on a demandé d'effectuer une tournée dans toute la France pour voir l'état des hôpitaux. Et il revient avec un état des lieux qui n'est pas très bon, hein, il faut le dire. Et il explique dans son rapport que ce qui ne va vraiment pas, c'est les conditions dans lesquelles on traite et on héberge les fous, qu'on appelle les fous, et qu'on appelle les insensés. En fait, il appelle les insensés dans son ouvrage. Alors, il existait déjà, avant la Révolution française, des établissements spécialisés, vous le savez. Mais en fait, il y en avait très peu d'une part, et ils étaient plutôt en Provence et plutôt dans le nord de la France, c'est là où on en trouvait quelques-uns, avec des conditions qui n'étaient pas très bonnes. Et en 1785, donc juste avant la Révolution, le Jean Colombier en question et son adjoint, François Doublet, publient un opuscule sur l'organisation d'une maison pour la curation des insensés. Et donc, c'est le modèle de l'époque. Et ce qu'il voit dans le modèle, c'est un peu ce que nous connaissons aujourd'hui dans l'hôpital pavillonnaire, donc des établissements carrés, mais là, refermés sur eux-mêmes et sans sortir à l'extérieur. C'est vraiment Tenon qui, dans son mémoire sur les hôpitaux de Paris, qui préconise des lieux de déambulation à l'époque, pour les insensés toujours. Et là, c'est un concept nouveau. À partir de là, on a un tournant décisif avec quelqu'un que vous connaissez très bien, c'est Philippe Pinel, qui en 1793 est nommé médecin des infirmeries de Bicêtre. Et alors là, il révolutionne évidemment l'approche de la santé mentale. Mais contrairement, je vais peut-être vous décevoir pour ceux qui ne sont pas assez suffisamment historiens, mais c'est pas Pinel qui enlève les chaînes des insensés de l'époque à Bicêtre, hein. Malgré les beaux tableaux qu'on m'a présentés où on le voit défaire les chaînes à Bicêtre, non, en fait, c'est un surveillant, hein, de Bicêtre qui s'appelle Jean-Baptiste Pussin et à qui il faut remettre, qu'il faut remercier. Et puis à Esquirol ensuite, l'élève de Pinel. Et là, on commence à parler vraiment de ce plan qu'on connaît, ce plan avec ses cours, avec ses préaux, et puis avec une vue sur l'extérieur. Et donc ça me fait arriver à ma première partie sur l'architecture qui répond à l'histoire, cette mise en perspective historique, parce que c'est après, au 19e siècle, on commence à avoir vraiment ces hôpitaux psychiatriques avec à l'origine un ensemble qui d'ailleurs nous a pas toujours quittés et qu'on voit ressurgir fréquemment dans la pensée collective, mais pas seulement, et malheureusement dans les réseaux sociaux.
où l'on voit des positions qui sont assez binaires en la matière, et donc une double logique asilaire que vous connaissez fort bien, celle qui consiste, à protéger la société contre des patients atteints de pathologies psychiques, que l'on retranche de la société, et puis 2, celle qui consiste à protéger ces mêmes patients des dangers qui les guettent dans la société. D'ailleurs, vous le savez, jusqu'à la grande loi qu'on étudie à l'EHESP du 31 décembre 1970, qui porte réforme hospitalière, eh bien, les hôpitaux psychiatriques étaient sous la tutelle du ministère de l'Intérieur et pas de la Santé. Ça ne vient qu'à partir de 1970. Donc Perrins, où on se retrouve aujourd'hui, le centre hospitalier Charles Perrins, eh bien, ces bâtiments, c'est l'architecte Valton, en 1890, avec l'archétype du modèle, comme Sainte-Anne en fait, quand vous allez à Sainte-Anne, qui vient en plus d'être entièrement refait, qui est superbe, et avec son plan qu'on revoit parfaitement, et surtout ce jardin. Donc à l'origine, il est construit comme Pellegrin d'ailleurs, juste à côté, en dehors de la ville. Les limites, on les connaît tous, c'est les grands boulevards, et puis à la proximité d'un affluent de la Garonne, qui était jusque-là, pour l'autosuffisance en eau qu'on connaît. Alors, un motel orthogonal, organisé très strictement, hiérarchisé, autour d'une église, d'une place du village, qui comprend une cuisine centrale, qui dessert l'ensemble des bâtiments, et une administration, porte d'entrée dans l'établissement. Ça, c'est le modèle classique que l'on connaît de l'hôpital psychiatrique dès la fin du 19e siècle, qui est extrêmement documenté. On a beaucoup d'ouvrages sur le sujet, et ça obéit à des règles très strictes de l'architecture en râteau, composée d'ailes, classées par ordre décroissant de niveau, les pavillons à 2 étages, à 1 étage, rez-de-chaussée, etc. Et puis, ça correspond aux patients qui, à l'époque, sont dits de 3e, de 2e classe, de 3e classe, de 2e classe, de 1re classe. Voilà, donc les choses ont évidemment bien changé, et avec l'invention des neuroleptiques, bien sûr, au début des années 50, ça a permis une désinstitutionnalisation des patients qui fait officiellement partie de l'organisation des soins en santé dès le début des années 60. Alors les secteurs psychiatriques sont créés, je vais passer très vite, les centres médico-psychologiques, évidemment, hors les murs. C'est le début d'aller de l'extérieur, de l'ouverture sur l'extérieur. On casse des murs, etc. Vous connaissez ça par cœur. Et l'asile historique, il disparaît. Il cède la place à un hôpital qui est ouvert sur la ville et soucieux de l'insertion des patients. En France, en 2018, on compte 1780 CMP, 1,6 million de patients au total qui y sont pris en charge par an. Et puis d'autres structures, évidemment, les CATTP, les centres ambulatoires, les hôpitaux de jour, etc., les centres d'activité thérapeutique, les appartements thérapeutiques, l'accueil familial thérapeutique, les centres de crise. Donc vous voyez une évolution permanente que l'on connaît bien, qu'on a vu apparaître ces 30 dernières années très progressivement. Et bien sûr, l'architecture, qui a dû s'adapter à ces tendances lourdes, avec un nombre de lits d'hospitalisation, et ça c'est intéressant, complète en psychiatrie, qui est passé de 113 000 en 1976 à 23 000 en 2018, dernier chiffre officiel des lits. Donc vous voyez, 113 000 à 23 000, c'est extrêmement impressionnant, et aujourd'hui 68% des patients qui sont exclusivement suivis en ambulatoire, et la part des patients qui est suivie en hospitalisation temps plein est de 11% seulement, alors qu'avant, évidemment, c'était l'unique mode d'hospitalisation, que personne n'a connu, ou quasiment, puisque on est tous très jeunes, mais néanmoins, c'est pas si vieux que ça, et c'est une histoire de 2 ou 3 générations, pas plus, donc il faut toujours s'en souvenir. Voilà un peu, je voulais passer rapidement là-dessus, mais vous le redire, même si vous connaissez ça, encore une fois, mieux que moi. Tout ça pour répondre à la deuxième partie, l'architecture qui répond aux besoins, l'impact de la réponse architecturale sur les soins. Et effectivement, les besoins, on le sait, ils ont bien changé dans une société qui est hyper consumériste en matière de santé. Et l'architecture, elle répond toujours non seulement à une demande de la société, mais elle répond aussi, elle doit être le reflet, l'image même d'un projet médical et d'un projet médico-soignant. C'est là vraiment la base. S'il n'y a pas de projet médico-soignant, cette architecture, elle doit vraiment refléter ce projet-là. Alors que vous l'avez bien compris, avant, on imposait une architecture
Et finalement, la médecine et les soins, l'hébergement surtout, allaient suivre en fonction de cette architecture et d'un modèle qui était imposé. On passe à l'inverse, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut un projet qui soit très construit. Et vraiment, moi, on a vu une évolution ces 20 dernières années de la part des architectes. C'est très intéressant de discuter, de travailler avec les architectes. Avant, en matière de santé, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a moins de 20 ans. Ils reproduisaient finalement un peu ce qu'ils faisaient ailleurs, hein, dans les villes en général. Enfin, tout ce qui était appel d'offres public, finalement, ils y répondaient de manière indifférenciée. Et c'est comme ça qu'on se retrouvait avec parfois des maisons de retraite, des EHPAD, avec des marches partout, parce qu'on trouvait ça très joli d'avoir des espaces un peu différents, sauf que ce n'était pas très pratique. J'en ai visité quelques-uns de ces EHPAD-là où il y a des marches absolument partout. Donc on oubliait juste qu'il y avait quand même quelques chaises roulantes, qu'il y avait quelques personnes handicapées ou en difficulté. Mais c'était la mode de l'époque. Donc aujourd'hui, on est vraiment passé à autre chose. Et c'est très bien avec, évidemment, la remise en cause de l'hospitalocentrisme que vous connaissez bien et le développement des liens avec la médecine de ville et notamment avec les médecins généralistes, le premier recours dont on parle et qui est souvent une première prise en charge. L'appel au décloisonnement, bien sûr, moi que j'appelle de mes voeux depuis très longtemps, entre le sanitaire et le médico-social, entre le psychiatrique et le somatique, un travail de plus en plus imbriqué, évidemment, même si on essaie toujours de nous remettre dans des cases à tout moment, au cas où on oublierait d'où on vient. Et donc, c'est toujours extrêmement difficile. Et puis, la nécessité de considérer globalement l'individu dans sa spécificité, dans ses besoins. Donc, on voit bien qu'on a évolué, que le secteur lui-même, le secteur psychiatrique a évolué terriblement avec les besoins d'unités spécialisées qui permettent l'hospitalisation des populations ayant des besoins homogènes. Je pense à la gérontopsie, au bipolaire, à l'anxiété et la dépression, à la psychiatrie médico-légale, aux unités de psychiatrie périnatale. Vous voyez, une évolution permanente qui nous oblige également non seulement à sortir des murs, mais à nous adapter sur l'architecture que l'on souhaite pour répondre à ces besoins différenciés. Et puis le renforcement de la démocratie sanitaire, c'est très récent aussi, hein, puisque en France ça apparaît il y a 20 ans, hein, c'est la loi de 2001 qu'on connaît bien et qui a mis un mal fou à se développer. Juste à l'époque, en 2001, je commençais juste, c'était mon premier poste, j'étais directeur de cabinet à la Fédération hospitalière de France. On m'avait demandé de présenter la loi Kouchner de l'époque 2001. Je rentre dans une salle comme ici. Dans la salle, il n'y a que des professionnels de santé, des médecins, des directeurs. Je présente la loi de manière assez factuelle. Je me fais huer pendant je me demandais un peu ce qui se passait, tout simplement parce qu'on parlait. Donc les choses ont bien changé. Et c'est une bonne chose. Et puis évidemment, l'exigence du développement, de la recherche, de l'évaluation des pratiques professionnelles. Donc à partir des années 80, la naissance d'un mouvement qui prône l'intégration de la psychiatrie à l'hôpital général. Et on connaît des services de psychiatrie. Moi, j'en avais, quand j'étais directeur à Ivry-Corbeil, il y avait cinq secteurs de psychiatrie. Il y avait la psychiatrie qui était extrêmement présente dans un énorme hôpital général. Voilà. Alors les défis d'aujourd'hui, vous les connaissez là aussi mieux que moi, même si en étant tout à côté, on connaît aussi tous ces défis-là. D'abord, c'est les pénuries de personnel, les pénuries de psychiatres, le défi de l'attractivité, de la fidélisation pour les personnels non médicaux comme médicaux. C'est vraiment le défi majeur sur lequel il faut tous s'embarquer. Il y a quelques années encore, il n'y a pas si longtemps que ça, on pensait que tout ça allait s'arranger. Pour les médecins, plus difficilement, mais on pensait en tout cas que pour les paramédicaux, ça s'arrangerait assez facilement. En fait, on voit qu'on est dans une difficulté qui est très grande. Et ça, c'est notre premier défi. Donc, attirer vers les métiers de la santé et puis, évidemment, les fidéliser, les garder. Les déserts médicaux, c'est le deuxième sujet. Alors, bien sûr, on est à Bordeaux. Hein. À Bordeaux, on a moins de difficultés que d'autres sur les déserts médicaux, mais il suffit d'aller tout près pour se rendre compte que ça existe. Et ça, il faut s'en emparer. Les territoires sont hyper importants et la psychiatrie est moderne en la matière parce que les secteurs, la logique, la responsabilité populationnelle, elle a été inventée déjà depuis 2 siècles dans la psychiatrie alors qu'on a eu plus de mal dans le somatique et je pense qu'il faut s'en inspirer et garder ce qui est bien pour l'appliquer sur nos territoires. Les défis qui s'imposent, c'est la transformation écologique.
On voit là aussi que sur les bâtiments, il faut faire extrêmement attention, et pas que sur les bâtiments. Vous savez que le Shift Project a sorti un rapport sur la santé en la matière, et on voit que dans les gaz à émissions de serre, le premier point, ce qui en crée le plus, c'est les médicaments, donc on est concerné aussi en psychiatrie, 2, les dispositifs médicaux, 3, les transports de personnel, 4, les transports de patients, et arrive très très loin derrière les déchets, etc., qui sont très peu. En fait, c'est les médicaments, les dispositifs médicaux qui sont cette grande partie-là sur laquelle il faut absolument travailler, et donc évidemment sur la qualité des soins et sur la pertinence des actes que nous prenons tous ensemble dans l'ensemble de nos établissements. Alors l'architecture, elle doit traduire quoi? Elle traduit aujourd'hui la volonté de rapprocher les soignants au plus près d'un territoire, de prévoir des espaces complémentaires aux prises en charge hospitalières classiques que l'on connaît, intégrés aux espaces publics, à la ville, des appartements thérapeutiques, l'accueil familial thérapeutique, les maisons de santé qui intègrent des soins et des consultations psychiatriques, permettre également des prises en charge globales et non stigmatisantes dans des espaces de soins somatiques, des maisons de santé, permettre la satisfaction des besoins de la personne soignée hospitalisée, le maintien du contact avec ses proches, l'accès à des espaces verts, l'accès aux loisirs, à la culture, aux salles d'audience pour les personnes hospitalisées sous contrainte, par exemple. Donc tout ça, c'est des sujets qui sont vraiment à l'œuvre en la matière quand on construit un établissement. On peut passer quelques diapos peut-être d'ailleurs, parce que je ne l'expliquerai pas tous les trucs, mais on voit là les derniers ouvrages en matière psychiatrique qui ont été construits et qui ont fait l'objet d'une réflexion très innovante de la part des psychiatres, des équipes soignantes, avec les architectes, et c'est une très bonne chose. L'idée, c'est d'éviter les espaces anxiogènes, de faciliter le travail des soignants. C'est le concept, vous connaissez, du Healing Environment, une architecture qui est là pour faciliter l'orientation dans les locaux, diminuer les bruits, accorder une place importante à la lumière naturelle et aux vues avec les espaces naturels. Ça, moi qui sors là juste à l'instant de l'hôpital Pellegrin, où quand on rentre dans le tripode, on voit que c'est le noir. Hein. On voit quasiment pas de lumière naturelle à part celle de la façade, et ce qui fait que ça crée tout à coup une ambiance très, je trouve, anxiogène quand on va vers, pour ceux qui connaissent, vous connaissez tous, quand on va vers les ascenseurs. Enfin, vraiment, on a l'impression qu'on rentre comme ça. Là, c'est assez effrayant, et pourtant ça date de 1978. Hein, c'est pas si lointain que ça. Voilà, encourager l'autonomie des patients, bien sûr, et ménager des espaces intimes. Voilà aujourd'hui ce qui est à l'œuvre dans nos établissements de santé en général, en psychiatrie en particulier. Il nous faut, vous l'avez compris, des bâtiments plus adaptés, plus humains, qui traduisent ce que je vous le disais tout à l'heure, les besoins des patients aujourd'hui. Un bâtiment plus écologique, plus vert, plus aéré, plus lumineux, plus espacé, ça vous le savez tous. Moi, ce que je pense, je cite souvent la phrase du poète et philosophe allemand Goethe, que j'aime beaucoup. Vous n'êtes pas les enfants de vos parents, mais les enfants de votre temps. Et je crois beaucoup qu'en architecture, c'est exactement la même chose. Aujourd'hui, pour avoir une architecture qui a du sens, il faut que cette architecture, elle soit, le reflet du projet médico-soignant, et que 2, elle soit le reflet de la société du moment. Et je vous remercie. Bien, merci beaucoup pour cet exposé très riche, parce qu'il y a une histoire aussi qui est très riche et qui se poursuit, comme vous l'avez bien expliqué. On va prendre tout de suite quelques questions, d'autant plus que M. Bubien devra partir un petit peu avant la fin, donc si vous avez des questions, c'est maintenant plutôt qu'il faut se lancer. Voilà. Sur cette première approche à partir de la question de l'architecture. Alors c'est toujours... Ah, pardon. Merci. Un grand merci Yann pour cette présentation, et merci d'avoir accepté notre invitation. J'en profite pour saluer l'arrivée de Madame Sylvie Justom, qui est adjointe à la mairie de Bordeaux. Justom, merci beaucoup aussi. Je voulais vous remercier tout à l'heure.
Moi, alors en fait, j'avais une question toute simple. Là, j'ai la chance de travailler dans un bâtiment tout neuf qu'on a inauguré à la fin du mois de mai, le bâtiment PGU. Pour le bâtir, il a fallu détruire 2 petites maisons, 2 petites charmantes maisons qu'on a utilisées assez longtemps, notamment pour mettre le département d'information médicale. Et on m'a toujours dit que ces maisons étaient réservées au 19e siècle à des populations plutôt aisées. Et en fait, je voulais avoir ton avis, ton point de vue là-dessus, et notamment sur vraiment cette question de la hiérarchisation sociale à l'hôpital psychiatrique et cette notion de privilège. Est-ce qu'il était habituel, comme ça, de construire des petits pavillons pour les populations les plus aisées? Oui, c'est dans les normes, c'est ce qui était fait à l'époque. Et d'ailleurs, il y avait des pavillons qui étaient construits dans tous les hôpitaux psychiatriques de l'époque, dès le XVIIIe siècle, dans ceux que je vous citais en Provence et dans le nord de la France, parce qu'on n'accueillait pas dans les hôpitaux psychiatriques que des insensés. Il y avait aussi, par exemple, ce qu'on appelait les fils prodigues, ceux qui dépensaient trop d'argent et qu'on faisait enfermer, et donc on ne les mettait pas non plus n'importe où, et c'était sans doute ceux-là, donc les fils prodigues de Bordeaux. Et voilà, les personnes les plus aisées qui étaient mises à l'écart, mais enfermées pour pas qu'ils dépensent l'argent de tous leurs parents. Donc c'est un exemple, mais il y avait beaucoup de cas comme ça. Et donc effectivement, oui, il y avait pratiquement toujours des patients de première classe. D'autres questions? Sinon, j'en poserai bien une en attendant, parce que moi, je voudrais revenir un peu sur le sorte de oups, voilà. Sur ce double mouvement qui anime vraiment ce que vous avez présenté, c'est-à-dire qu'on sent bien qu'il y a un mouvement de transparence, d'aller vers, de permettre à tous d'ailleurs, aussi bien aux soignants qu'aux patients, d'avoir une vue sur l'extérieur, que cette frontière-là disparaisse un petit peu. Et puis aussi un autre mouvement qui est très dans la prise en compte des besoins, qui est très inductive. Là, pour le coup, on a l'impression qu'il y a des approches en termes de qualité de vie au travail, des questions de patients, effectivement. Alors, c'est pas des... Là aussi, si on revient un petit peu dans l'histoire de l'architecture, souvent l'architecture, on a des gens qui ont des grandes idées, et puis peut-être que si ça colle avec des besoins, tant mieux, mais parfois, pas toujours. Voilà. Donc, est-ce que c'est pas un petit peu plus conflictuel aussi pour imposer cette nouvelle approche? Oui, vous avez parfaitement raison. On essaye d'imposer des concepts architecturaux à une pensée donnée à un moment donné. Mais justement, depuis au moins 10 ans, les architectes ont terriblement évolué. Et ils ont compris qu'il fallait qu'ils arrêtent de plaquer des solutions toutes faites et applicables partout sur le territoire. Et on a vu apparaître des cabinets d'architecture qui sont maintenant hyper spécialisés en santé, qui connaissent extrêmement bien les sujets, qui travaillent sur tout ce qui est hôpital magnétique, qui connaissent, souvent sont des cabinets en plus qui rayonnent dans le monde entier. Ils se sont rendus compte aussi que c'était des marchés énormes, parce qu'on sait bien les investissements. Au CHU de Bordeaux, c'est 1,2 milliard d'euros d'investissement sur 10 ans. C'est une reconstruction complète de l'établissement de santé sur l'ensemble du territoire, et pas que à Pellegrin. Et donc voilà. Donc ils ont terriblement changé. Moi, je me souviens. Dans les années 2000, quand je commençais juste à travailler du plaquage d'idées toutes faites architecturales, et aujourd'hui on est avec des personnes qui au contraire vont chercher les nouvelles idées, essayent d'être les plus innovants possibles en la matière, et essayent aussi de s'adapter au territoire et à la population et aux médecins et aux soignants, parce que, je vous l'ai dit, moi je crois vraiment qu'un bon projet architectural, c'est un projet il faut qu'on rentre, quand on rentre dans ce nouveau bâtiment, je ne sais pas si c'est le cas dans ton bâtiment, mais moi en tout cas je le ressens quand je rentre aujourd'hui dans un hôpital. Je vois comment ça a été pensé, je vois ce à quoi on a pensé. Est-ce qu'on a voulu en mettre plein la vue ou pas? Est-ce qu'on a voulu être plus modeste mais plus pragmatique? Est-ce qu'on a un hall d'entrée démesuré ou pas? Est-ce qu'il est pratique? Et ça se voit relativement vite, et ça doit être en tout cas le reflet de la pensée médico-soignante,
moi j'y tiens beaucoup, ça ne peut plus être qu'un projet médical, c'est un projet médico-soignant, et d'où la nécessité d'avoir un projet médico-soignant d'ailleurs qui soit extrêmement bien construit. Parce que là, il y a une petite difficulté qu'on connaît tous, c'est que tout ça, ça prend du temps, et que parfois, ceux qui ont décidé quelque chose, ceux qui ont fait un projet, ne sont pas eux qui vont ouvrir le bâtiment. D'où un différentiel aussi, un différentiel le jour de l'inauguration, où il y a évidemment le nouveau chef de service ou la nouvelle cadre qui trouve que ce n'est pas du tout ce qu'il fallait faire, alors qu'il y a eu 200 réunions préalablement et qu'il y a eu tout un travail. Mais bon, ça c'est les durées. C'est pour ça qu'il faut les raccourcir aussi, hein. Il faut des choses plus simples. Moi je crois beaucoup à la sobriété, je crois beaucoup à la simplicité. Je pense qu'il faut avoir des choses simples, des choses adaptables. J'en ai pas parlé là, mais on pourrait le faire. Il faut des hôpitaux plus modulaires, des hôpitaux qui s'adaptent, parce que les choses changent vite, et on n'en peut plus d'avoir des murs qu'on ne peut pas bouger d'un mètre ou casser, parce que à l'époque, on a conçu ça comme ça, de manière figée, et ça ne peut pas être figé. Si vous regardez les chambres, évidemment, je ne vais pas vous parler des chambres du Moyen-Âge où il y avait 50 lits, hein, mais il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait encore des chambres à 6 lits, à 8 lits, il y avait des chambres à 3 lits, on est passé à 2 lits et à chambre seule qui devient la norme quasiment partout. Mais ça, c'est bien une évolution sociétale qui s'est faite très vite, en moins d'un siècle, et c'est très difficile, sans compter évidemment la salle de bain, etc. Donc, au Tripode, par exemple, 1978, vous voyez, c'est pas si vieux que ça, il y avait une salle de bain par étage, même en chirurgie. Voilà la conception qu'on avait au début des années 80, et on trouvait que c'était l'hôpital le plus moderne de France. Donc voilà, aujourd'hui, en chirurgie, une salle de bain, ça fait... on ne se dit pas que c'est l'hôpital le plus moderne de France, hein. On se dit qu'il faut vite changer les choses, et il faut vite le rénover et reconstruire différemment. Plusieurs questions. Deux mains levées. Je me demandais si quelque chose était prévu pour arrêter de mettre des escaliers partout dans l'hôpital. Oui, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Effectivement, il faut arrêter de mettre des escaliers partout dans les hôpitaux. Mais ça se fait plus, je crois, dans les nouveaux bâtiments, on ne le fait plus. On y fait très attention. D'abord, il y a des normes très précises. Mais je parlais de bâtiments construits dans les années 2000, hein, donc assez récents, hein, qui ont parfois 15-20 ans et qui sont épouvantables, et pour les soignants, et pour les familles, et pour les patients. Et ça, vraiment, c'était des concepts. Je me rappellerai toujours de cette EHPAD où l'architecte était ravi parce qu'il y avait plein de petites zones sympas où on pouvait discuter, ouais, sauf qu'on ne pouvait pas y accéder. Alors donc c'était sympa, mais uniquement pour les personnes très valides. Deuxième question, il y a encore une en bas. Bonjour, merci pour votre exposé, M. Bibien. Je me demandais, jusque-là, la construction, vous avez rappelé quelques éléments, ça a toujours tenu compte de l'espace, donc des patients. Au départ, on n'est pas peut-être pas allé jusque-là, on a tenu compte, vous l'avez dit, il fallait que ça soit à l'extérieur des villes. Premier critère, il fallait que ça soit à côté d'une source d'eau. La source d'eau où on mettait les patients en commun, on les lavait, jusqu'à ce qu'on se rende compte que cela provoquait beaucoup de maladies. Et on s'est dit, il faut maintenant essayer d'espacer, voilà. Donc, il y a eu l'air avec Pasteur qui se rend compte qu'avec l'air, comme ils étaient ensemble, ça véhiculait des maladies. Et ensuite, troisième période, c'est l'espace. Alors, on se dit, il fallait rentabiliser, puisque maintenant, au lieu de les éloigner, les structures pavillonnaires, dont on a bénéficié ici, hein, vous avez cité le Périgourdin dans le temps, qui donc s'est inspiré du modèle anglais pour venir bâtir nos espaces ici. Et il y a eu l'espace, à partir des années 70-80, vous l'avez rappelé, c'est comment rentabiliser l'espace, puisqu'on a maintenant des antibiotiques, on a des recherches de Pasteur qui peuvent donc combattre ces antibiotiques qui étaient inspirés du modèle pavillonnaire, donc on va les regrouper tous ensemble, d'où les tours de bar en Y, en X, et vous avez cité le CHU de Pellegrin que vous présidez. Et donc on avait des bâtiments. Donc jusque-là, après, l'hôpital a été conçu en fonction de la rentabilité.
D'où comment faire en sorte que ça soit un espace de passage, non plus un espace d'hébergement qui était son but au départ. Et ça devient donc comme un aéroport où on vient, on se pose, on s'en va, voilà. Penser l'architecture de demain. Est-ce qu'il faut se dire, que privilégie-t-on? Par quoi commencer? Par les patients? Est-ce que ça soit d'abord un espace de patients? Ça soit d'abord un espace de professionnels? Parce que jusque-là, les choses se posaient. Ça soit d'abord un espace en commun de patients et de professionnels. Ça soit d'abord un espace où les agents administratifs pourraient se retrouver en commun, etc. Moi, je pense que c'est par là qu'il faut essayer de bâtir pour voir comment qu'il faut essayer de penser pour voir comment bâtir l'hôpital de demain, au-delà, bien sûr, des aspects écologiques, etc., que vous avez évoqués. Merci. Oui, j'ai pas eu le temps de tout développer, oui, parce que, effectivement, vous avez parfaitement... Je l'ai dit, pour moi, en tout cas, un hôpital, quel qu'il soit psychiatrique ou autre, n'a pas tellement d'importance. Ça doit être un projet médico-soignant, bien élaboré, bien construit, avec un accord de la communauté sur le sujet. Ça, c'est le premier point. Mais vous avez raison. Le deuxième point, d'abord, c'est pour les patients. D'abord, c'est pour les patients, évidemment. Mais les patients, on le sait tous, des patients qui sont bien soignés, il faut aussi que les professionnels ils se sentent bien avec leur outil de travail. C'est pas nouveau. C'est des concepts qui sont très anciens. Moi, je pense qu'il faut absolument qu'on ne pourra plus. C'était mon premier propos tout à l'heure quand je vous parlais d'attractivité, de fidélisation. Je pense que on est revenu sur ce sujet-là, avec des concepts qui me semblent bien plus intéressants sur la qualité de vie au travail, mais qui ne sont pas que la qualité de vie au travail, c'est aussi les conditions de vie en général des soignants, si on veut réussir les choses. Et c'est pour ça qu'on ne peut plus parler que de services et de voir le meilleur parcours patient, ce qui est une très bonne chose, c'est la première chose qu'il faut faire. Mais il faut aussi regarder comment les soignants, leurs familles et les familles des patients, etc., tous les autres, comment ils vont travailler. Alors c'est les transports, c'est les parkings, c'est les crèches, c'est les logements pour les personnels, c'est l'ensemble des conditions de travail, mais qui font aussi les conditions de vie. On a dépassé ce stade des conditions de travail dont on parle beaucoup. On parle beaucoup de QVT, mais plus on en parle, on n'en fait pas toujours suffisamment. Mais il faut vraiment élargir le concept parce que on a besoin d'avoir des soignants et des professionnels qui se sentent bien, évidemment, dans leur métier. Et je crois que c'est une combinaison de tout ça, avec un projet médico-soignant qui soit fort et un projet social qui est exemplaire. Si, de façon à compléter, et puis si tu me permets Yann, moi je pense qu'on a beaucoup progressé dans l'association des équipes médicales, soignantes, dans la conception, l'élaboration de nos projets architecturaux. Je crois qu'on n'est pas bon dans la prise en compte de l'expérience usagée, et que s'il y avait un triptyque à bâtir dans l'expression des besoins de nos futurs bâtiments, ce serait celui-là, les médecins, les soignants, mais aussi les représentants des usagers. C'est sans doute moins naturel de le faire, mais pour autant, je pense que c'est un sujet qu'il faudra qu'on intègre aussi dans nos réflexions. Il y a très peu d'usagers dans nos jurys de concours, quasiment pas, et je pense que c'est une piste à explorer. Oui, c'est parfaitement vrai. Parcours patient, etc. Alors nous au CHU de Bordeaux, on est un des rares établissements de santé en France, je crois même quasiment, en tout cas dans les CHU, je pense qu'on est le seul. On a intégré les représentants des usagers à tous les niveaux, y compris au directoire du CHU. Nous avons des représentants des usagers partout, et dans tous les jurys également. Ils sont bien présents. Mais moi, je pense qu'il faut aller au-delà de ça. C'est important qu'ils participent à la décision, mais il faut aussi demander à des associations qui connaissent, à associations de patients et associations de familles, qui connaissent bien les sujets, de vraiment se confronter au vrai parcours et de regarder depuis l'entrée de l'hôpital et même avant, comment on arrive à l'hôpital, jusqu'à la sortie de l'hôpital à tous les niveaux. C'est extrêmement difficile à faire, mais par contre, quand on le fait, puisque moi je l'ai fait une fois en suivant une association, ça rend modeste à la fin de la journée.
Une toute dernière, pour qu'on puisse... Oui, alors, je suis allée dans beaucoup de bâtiments ici à Pellegrin et je n'ai pas vu une seule affiche parce que vous me dites, pardon, à tout le monde, qu'il y a des usagers qui sont représentés même dans le directoire du CHU. Je n'ai jamais eu cette information, alors que ça fait des années que je suis ici. Ah ben, je vous assure que c'est officiel, hein, c'est sûr. Il n'y a pas de problème. Nous avons des représentants usagers dans toutes les instances, sans aucune exception, y compris le directoire. Et là, on est le seul CHU, je crois, à le faire. Voilà. Mais il n'y a pas d'affiche pour ça. C'est marqué, par contre, si vous prenez le site internet du CHU de Bordeaux, vous verrez les instances et vous verrez qu'ils sont bien présents partout. Oui, le site internet. Donc, il faut avoir internet. Ah oui. Donc, toutes les... Ou alors, non, pas qu'Internet, il y a aussi des livrets, vous savez. On a dans le livret d'accueil, par exemple, ça y est. Dans notre livret avec tous les chiffres clés, etc., vous le retrouverez également. Donc, on va le retrouver à plusieurs moments. Mais c'est vrai que sur Internet, c'est plus facile. Oui, mais j'imagine que vous avez beaucoup de patients qui ont un certain âge et on parle d'analphabétisation d'Internet. Oui, là c'est encore un autre sujet, c'est l'accès à l'information. Enfin, moi je suis assez d'accord, il faut faire attention il faut à la fois tout numériser et que tout soit accessible, même à ceux qui ne savent pas utiliser la numérisation, mais ça c'est encore un autre sujet. Bien, merci beaucoup de votre intervention. On va vous libérer. On sait que vous avez une autre intervention. Oui, je vais aller là tout de suite parler pendant 2 heures de l'hôpital du futur. Voilà, donc c'est la poursuite. En tout cas, merci beaucoup.